T'es sur Internet aussi? Bah, il y a encore 3 minutes à attendre. Hein. On va pas commencer avant l'heure. Hein. Généralement, à Paris, on commence un peu plus tard. Hein. Mais je vois que tout le monde est presque à l'heure. Même notre conférencier, qui a réussi à vaincre les affres du RER. Il arrive directement d'Amérique hein, pour nous. Hein. Hein. Alors, vous voyez, bravo, je crois qu'on peut. Et c'était pas un 787, hein. Si, c'était un 787. Eh ben, il a du courage, hein. Vous avez pris un risque, là. L'Observatoire de Paris vous assure bien pour ces trucs-là? J'ai pris plus de risques en prenant le RERB. Oui, c'est possible. C'est possible. Bon, allez, on va y aller. Bon, bienvenue à tous pour cette avant-dernière conférence de la saison. Question habituelle, vous m'entendez bien dans le fond? Oui, pas de problème? Alors, je vous signale donc les prochaines conférences. Alors, la prochaine conférence, ça va être la dernière de la saison. Et on voulait faire un truc un peu spécial. Donc, on a préparé une table ronde sur le retour d'Apollo, c'est-à-dire ce qu'on a appris des missions Apollo il y a 50 ans, hein, vous savez, ceux qui ont des cheveux blancs s'en souviennent, et on va essayer de comprendre ce qu'on a appris des échantillons de la Lune, ce qu'on a appris sur la formation de la Lune, et surtout, est-ce qu'il est pensable d'y retourner sur la Lune? Alors on va sûrement répondre oui, et pourquoi y faire hein? Est-ce que c'est uniquement la gloriole pour essayer de battre cette fois-ci les Chinois hein ou est-ce qu'il y a des choses plus intéressantes? Vous verrez qu'on parlera peut-être d'hélium 3 ou de choses comme ça. Donc à cette occasion, j'animerai ce débat avec Nicolas Prantsos de l'IAP, qui est un spécialiste de la question, Olivier de Goursac, qui vient d'écrire un bouquin sur les 50 ans d'Apollo, et Pierre-François Mouriot de Air et Cosmos. Donc ça sera le vendredi 14 juin, la dernière de l'année. Et comme vous le savez, on nous chasse, enfin on nous chasse pas, on nous a prévenu il y a 1 an que les locaux vont être vendus ici, donc il a fallu trouver un autre local. Daniel et moi-même se sont occupés de ça, nous sommes occupés de ça. Et on a trouvé une belle salle au CNAM, c'est rue Boulevard Sébastopol, ou je sais pas quoi, Boulevard Réaumur. Non, rue Saint-Martin, ah bah oui, ma rue, je devrais le savoir. Hein, voilà, rue Saint-Martin. Bien plus facile d'accès qu'ici, puisque c'est d'abord c'est de plein pied et c'est en face du métro. Hein. Et alors pour la première séance, on a voulu marquer le coup et j'ai demandé à mon ami François Forget de l'Institut Pierre-Simon de la Place, grand spécialiste de Mars, de nous parler de Mars et Mars, la prochaine cible de toutes les missions spatiales. On verra si on peut y aller, si des êtres humains peuvent y aller, surtout s'ils peuvent revenir. Ça, c'est beaucoup plus problématique. Et ça sera pour le mois de septembre. Et alors, bon, vous vous êtes aperçu que ce n'est plus le vendredi, c'est le mercredi. Hein? Et oui, le jeudi et le vendredi, le CNAM est pris. Hein, donc, ça sera le mercredi soir à la même heure. Donc le 11 septembre, on va parler de Mars. Et le mercredi 9 octobre, j'ai le grand plaisir d'avoir invité notre ami Jean-Pierre Luminet, que vous connaissez bien, et qui va nous parler de l'univers de Stephen Hawking. Voilà, et puis je travaille sur les mois suivants. Voilà, bon, il y a d'autres conférences intéressantes que vous voyez là, mais bon, ça commence à être la fin de la saison. Voilà des photos de notre dernière conférence où nous avions accueilli Hervé Doll de l'IAS. Il nous a fait une petite démonstration avec son pendule. J'espère que vous avez compris que le pendule, c'était comme l'univers. Bon, enfin, je schématise. Hein. Donc, la prochaine fois, table ronde, le futur des vols spatiaux.
qu'a-t-on appris de la Lune? Bon, on l'a oublié aussi pendant des décennies. Pourquoi? Est-ce qu'il y avait des raisons pour ne plus s'intéresser à la Lune? Eh bien, il se trouve qu'il y en avait. Alors, va-t-on y retourner? Peut-on y retourner? Vous savez que beaucoup de nations et beaucoup de sociétés privées essayent d'avoir des projets lunaires, soit des robots, soit des êtres humains pour faire des explorations, en fait pour refaire Apollo, hein. On ne va pas se voiler la face, hein, c'est pour refaire Apollo. Et il y en a même qui pensent établir des villages lunaires, des villages sur la Lune. Alors ça pose des problèmes, hein, je vous en ai déjà parlé, hein, les radiations, le régolithe lunaire qui est très abrasif, bon, on verra comment on peut résoudre ça, on en discutera avec nos invités. Et alors, la question se pose, est-ce que la Lune serait un tremplin vers Mars? On pourra en discuter. Donc la réservation se fait à partir de demain matin, 9 h du matin. Voilà. Et ce soir, j'ai le plaisir d'avoir invité Pierre Guillard de... Alors maintenant, ça s'appelle Sorbonne Université, hein, ça fait bien. Hein. Avant, on disait Paris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je ne sais pas jusqu'où ça s'arrêtait. Et de l'IAP. Et il va nous parler du James Webb Télescope, le nouveau télescope qui n'est pas encore parti, et de l'exploration, de la formation des galaxies. Je vous souhaite une bonne conférence. Ah oui, merci. Tenez. Ça. Là. Ok, bonjour à tous, bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être là. Merci Jean-Pierre pour ton introduction. Donc, je suis Pierre Guillard, je suis enseignant-chercheur effectivement à Sorbonne Université. Je travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris, tout près d'ici. Je vais donc vous parler ce soir du... Un petit peu plus près. Je vais donc vous... Tout le monde m'entend bien? Ouais. Ok. Je vais essayer de garder le micro comme ça. Mes excuses si je dors pendant la conférence, j'ai un peu de décalage horaire. Mon avion a atterri à 17 h, donc voilà. Je reviens de Baltimore où j'étais en train de, avec toute l'équipe du consortium européen, d'un des instruments dont je vais vous parler très rapidement, une caméra infrarouge et un spectroscope infrarouge qui sera intégré sur ce télescope. Qui devrait être envoyé autour de 2021. On parlera un petit peu, je vous parlerai un petit peu de l'état de la mission à la fin de ma conférence. Et je vais prendre comme sujet qui est un des sujets de recherche très actifs en astrophysique aujourd'hui, la formation des galaxies et leur évolution. Comment on comprend aujourd'hui la formation et l'évolution dans l'histoire de l'univers. C'est un petit peu, c'est peut-être un des grands sujets un petit peu chauds de l'astrophysique extragalactique aujourd'hui.
parce que ces questions sont très liées à l'environnement des galaxies. Je vais vous le montrer tout au long de cette conférence. Aujourd'hui, on réalise que les galaxies ne sont pas isolées, effectivement, et que leur environnement, et notamment la matière noire dans l'univers, eh bien, joue un rôle extrêmement important sur l'évolution des propriétés physiques des galaxies. Donc je vais, évidemment, ce télescope, c'est un télescope qui va travailler dans l'infrarouge, et il a tout un tas d'objectifs scientifiques, et je ne vais pas pouvoir vous les détailler en 1 heure. Donc j'ai choisi d'avoir une vision très biaisée, en fait, et de ne vous parler que de galaxies et que de formation des galaxies. Donc je vais commencer par les grandes problématiques scientifiques. Je vais introduire la problématique de formation des galaxies. Qu'est-ce que c'est qu'une galaxie? Comment est-ce qu'elle évolue? Quelles sont les questions que l'on se pose aujourd'hui? Et puis, qu'est-ce qu'on cherche à comprendre? Comment on va faire pour utiliser ce télescope pour essayer de résoudre ces grandes questions scientifiques? Alors, essentiellement, il y a d'abord un constat qu'il faut faire, c'est qu'en 100 ans, on est passé au niveau de la vision de la recherche de l'univers aujourd'hui, on est passé d'un univers où l'on vivait dans la Voie lactée, où on ne connaissait qu'une galaxie essentiellement, notre Voie lactée. Et puis aujourd'hui, on est passé à une vision où dans des supercalculateurs, en partant des conditions initiales, les conditions initiales, pour moi, c'est une condition initiale de problème physique, hein, donc s'il y a des physiciens dans la salle, pour moi, la cosmologie, c'est la condition initiale du problème. Ce sont les premiers photons que l'on observe de l'univers, le phon diffus cosmologique, dont je pense Hervé vous a parlé le mois précédent. Donc pour moi, ce sont les conditions initiales du problème. Et aujourd'hui, quand on prend ces conditions initiales, qu'on les met dans un superordinateur, j'en reparlerai au cours de cette conférence, quand on simule dans le cadre d'un modèle cosmologique avec des particules de matière noire, qu'on appelle lambda CDM, particules de matière noire froide, eh bien on arrive à une vision où à peu près 2000 milliards de galaxies sont formées à l'âge d'aujourd'hui, et puis ces galaxies, vous voyez qu'elles, ça c'est une simulation, je vous remontrerai des simulations sur ordinateur, mais c'est une photo, entre guillemets, une image simulée sur ordinateur de ces filaments de matière noire. Donc on est passé d'une vision où on ne connaissait qu'une galaxie à une vision où beaucoup de galaxies sont en fait interconnectées. Elles vivent dans ce qu'on appelle une toile cosmique, essentiellement constituée de matière noire et de gaz, je vais en reparler. Et cette toile cosmique a une influence sur la formation. Elle conduit, elle dicte, elle gouverne la formation des galaxies et leur évolution. Donc voilà ce dont je vais vous parler un petit peu dans cette conférence. Alors vous connaissez tous l'image du ciel qui montre notre Voie lactée. Et une des révolutions qui a été apportée essentiellement par le télescope spatial Hubble, hein, on va dire le père du James Webb Space Telescope, eh bien, c'est que si vous prenez une image, alors cette image de la Voie lactée, c'est quelques heures de pause sur un appareil photo qui fait quelques centimètres de diamètre. Là, avec un télescope de 2,5 mètres de diamètre, le télescope spatial Hubble, quand on pose plusieurs milliers d'heures sur une toute petite partie du ciel, eh bien, on voit plusieurs dizaines de milliers de galaxies. Alors ici, vous en voyez que quelques centaines, mais en fait, quand vous prenez cette image de ce qu'on appelle le Hubble Deep Field, le champ profond d'Hubble, où on a vraiment pris une image pendant plusieurs milliers d'heures, eh bien, on voit plusieurs dizaines de milliers de galaxies, et ce qui est très frappant, c'est que ces galaxies ont des formes, des couleurs différentes, il y a une très grande diversité. Et le challenge aujourd'hui de l'astrophysique extragalactique, c'est de comprendre comment on est passé d'un univers extrêmement homogène, 380 000 ans après le Big Bang, on a cette photo du fond diffus cosmologique, la dernière photo faite par Planck, d'un univers extrêmement homogène, à 0,1% près en fluctuation de densité ou de température, l'univers est homogène, où on est passé à un univers extrêmement hétérogène, extrêmement complexe,
avec une grande diversité. Et aujourd'hui, ça c'est un challenge d'expliquer cette diversité dans les modèles. Alors diversité de propriétés physiques, de morphologie, de luminosité, de masse en étoiles, de ce qu'on appelle la brillance de surface, pour ceux qui sont un petit peu plus experts, c'est l'émission diffuse que l'on peut détecter maintenant avec les instruments, la fraction de gaz par rapport en masse, la fraction massique de gaz par rapport à la masse totale, matière noire plus étoile, j'y reviendrai, la couleur, l'environnement, le décalage vers le rouge, etc. Donc tout un tas de propriétés que les modèles physiques se doivent de reproduire. Et c'est ça aujourd'hui le challenge. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce fameux diagramme de Hubble qui a mené à une classification en fonction de la morphologie des galaxies. Donc vous voyez que Hubble a construit en fait une séquence qu'on appelle une séquence en fourchette, en fait, où Hubble a classifié des galaxies qui sont elliptiques, et puis spirale. Alors il y a tout un tas de sous-catégories dont je n'ai pas le temps de parler, mais le message c'est que cette diversité morphologique nous renseigne sur l'évolution et la formation de ces galaxies. Et les premiers modèles qui ont été effectués pour expliquer cette diversité morphologique, c'était des modèles où on partait, et je vais en reparler par la suite, de la formation d'un disque ou la formation d'une galaxie spirale semblable à notre Voie lactée, et puis ensuite par évolution, par fusion, par interaction gravitationnelle, ces galaxies spirales formaient des galaxies elliptiques. Je vais vous montrer des simulations sur ordinateur qui montrent ça. Donc ce que cette séquence entre guillemets ou cette classification morphologique vous montre, c'est qu'il y a une évolution dans les propriétés physiques des galaxies au cours de l'âge de l'univers. Alors, ce qui est, là je reviens un petit peu en arrière pour les non-experts, mais quand je vais parler de galaxies, et tout au cours de cette conférence, je vais parler d'échelles qui sont extrêmement grandes. Je vais parler d'échelles qui sont au-delà de l'échelle d'une galaxie, et cette échelle, elle est vertigineuse, puisque une galaxie fait à peu près 100 000 années-lumière, en unité de l'astronome, le parsec qui est 3 à 10 puissance 16 mètres, d'accord, 3 avec 10 avec 16 zéros mètres, cette unité de distance, il faut plusieurs milliers de parsecs pour décrire la taille d'une galaxie. D'accord ? Et donc là, je vous montre une petite animation qui sort du système solaire, et vous voyez qu'on va commencer à atterrir sur les bras de la galaxie, et puis que cette galaxie, notre galaxie ici, une image bien sûr, une vue d'artiste de notre galaxie, est enveloppée dans un groupe, d'abord un groupe local, puis dans ce qu'on appelle un superamas, qui vit à l'intersection en fait de filaments de cette toile cosmique dont je vais reparler. D'accord ? Donc, tout ça pour vous montrer que ces échelles sont interconnectées, et une des difficultés aujourd'hui des modèles physiques, c'est d'avoir la capacité de calculer des processus physiques à des échelles qui sont extrêmement différentes. D'accord ? Des animations, oui, elles seront disponibles sur le site. D'accord ? Donc, la difficulté, c'est de coupler dans les ordinateurs cette plage d'échelles physiques jusqu'à des échelles microscopiques, parce que vous allez voir qu'en fait, pour expliquer la formation d'une galaxie, il faut être capable d'expliquer la formation des étoiles, évidemment, au sein de cette galaxie. Et cette formation des étoiles fait appel au refroidissement du gaz. Pour former une étoile, il faut d'abord compresser le gaz pour le chauffer, pour initier des réactions thermonucléaires. Et pour refroidir ce gaz, qui est la première étape de la formation finalement d'une galaxie, il faut des molécules. Il faut des molécules, des atomes qui rayonnent, et ça fait appel à des processus physiques microscopiques, atomiques, et ces processus sont couplés aux grandes échelles. Et donc être capable de capturer cette plage dynamique d'échelle dans un ordinateur, je vais vous montrer qu'aujourd'hui on est extrêmement limité, malgré les superbes animations que je vais vous montrer, que vous avez déjà vues, je pense.
Eh bien, malgré ceci, on est aujourd'hui extrêmement limité, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. D'accord ? Alors, une galaxie, ce n'est pas seulement des étoiles, hein. Ce que vous voyez sur les images classiques du galaxie, alors ça c'est M101, hein, qui est à peu près à 21 millions d'années-lumière de la Terre. C'est une galaxie spirale typique. La Voie lactée ressemble, d'après les modèles, ressemble très fortement à ce genre de structure, avec des bras spiraux. Et tout ce que vous voyez en brillant, ce sont effectivement des étoiles. Alors là, avec le projecteur, ce n'est pas forcément évident, mais on devine que d'abord, au centre de cette galaxie, la lumière est un petit peu plus orangée, et elle est un peu plus bleutée sur le bord. On le voit beaucoup mieux sur un ordinateur. Et en fait, cette couleur, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, cette couleur est liée à l'évolution chimique des éléments dans la galaxie, puisque quand les étoiles évoluent, elles relâchent des métaux, elles vieillissent, et leur couleur, leur température baisse en fonction de leur âge, hein, pour simplifier, et donc cette température eh bien, est progressivement plutôt vers le rouge que vers le bleu. Une étoile vieille, comme une géante rouge, comme Antares par exemple, a une température de surface de 4000 degrés, et une étoile bleue comme Vega, plutôt une température de surface de 20 000 degrés. Donc elle émet plutôt dans le bleu, l'ultraviolet, alors qu'une étoile vieille va plutôt émettre dans une couleur plutôt rouge. D'accord ? Donc les couleurs des galaxies sont liées à leur évolution chimique, et ce que cette image vous montre, c'est qu'au sein même d'une galaxie, il y a une hétérogénéité des propriétés physiques. Et c'est ça qui est compliqué à décrire. Donc une galaxie, ce sont des étoiles qui évoluent, c'est une ruche d'étoiles en fait, hein, ce sont des étoiles qui vivent ensemble, qui sont liées par la gravité et qui évoluent dynamiquement et chimiquement. En pourcentage de masse, le gaz, donc il y a des étoiles, mais il y a aussi du gaz, de la poussière. Une galaxie comme la Voie lactée, le gaz représente jusqu'à 20-30% de la masse stellaire de cette galaxie. Et ce gaz contient une très faible fraction en masse, à peu près 1% de la masse du gaz est constituée de poussière. Alors je vous parle de poussière parce que ces poussières, même si elles sont complètement négligeables dans la masse d'une galaxie, ont un impact extrêmement important sur l'énergétique et le rayonnement que l'on reçoit. Et ces poussières, vous les voyez tous, vous les avez déjà vues quand vous regardez la Voie lactée, ces régions sombres que vous voyez, ce sont des nuages de molécules et de poussières. Et ces poussières ont des tailles à peu près de la fraction de nanomètre jusqu'au micron, et donc elles absorbent très fortement. Ce sont des tailles qui correspondent à peu près aux longueurs d'onde optiques, les longueurs d'onde auxquelles vous êtes sensible avec votre œil. Et puisque la taille de ces particules est comparable à la longueur d'onde d'émission, eh bien cette lumière est absorbée ou diffusée par ces grains de poussière. Et donc c'est pour ça que ces poussières absorbent le rayonnement. Donc toutes les régions sombres que vous voyez ici sont en fait des nuages de gaz moléculaires et de poussière qui servent à former les futures générations d'étoiles. Et cette galaxie est évidemment englobée. Et je dis évidemment, en fait, c'est presque c'est un très grand raccourci de dire ça, évidemment, parce qu'aujourd'hui, on modélise l'évolution de l'univers dans un modèle cosmologique avec de la matière noire. Donc moi, aujourd'hui, je vais parler que de ce modèle cosmologique, d'accord ? Mes galaxies, elles vont évoluer dans le cadre de ce modèle qui est le plus communément admis aujourd'hui. Mais la masse de cette galaxie, à peu près 20% de la masse totale, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on calcule la masse totale. Donc cette matière noire, cette galaxie est englobée dans un halo, ce qu'on appelle un halo de matière noire, qui est à peu près 100 fois la taille, qui fait à peu près 100 fois la taille de la galaxie. Donc là, un halo typique de matière noire de la Voie lactée qui fait 3 kPa, c'est à peu près 300 kPa. Donc si la galaxie était 1 cm, cette galaxie est englobée dans un halo de matière noire qui fait 1 mètre à peu près, qui ferait 1 mètre. Donc nous on habite, si ça c'était la Voie lactée, si on la voyait de face comme ça, on pourrait être là, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 2/3, beaucoup d'entre vous je pense savent ça, on est à peu près on va dire dans la banlieue de la galaxie. On voit des régions bleutées qui sont des étoiles en formation, des populations d'étoiles plus jeunes.
et puis des populations d'étoiles vieilles, comme je vous décrivais avant. Alors, dans le cadre de ce modèle d'évolution cosmologique, ce n'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui, mais c'est quand même le cadre dans lequel on travaille aujourd'hui pour comprendre la formation des galaxies, eh bien, pour assister les observations de Planck, par exemple, mais aussi les observations des galaxies aux grandes échelles de l'univers, que je vais vous montrer par la suite, eh bien, on a besoin d'un certain contenu énergétique, parce que c'est ce contenu énergétique qui dicte, dans les équations d'Einstein, l'évolution dynamique de l'univers. Et ce que dit ce modèle cosmologique, c'est que dans ce cadre-là, le bilan d'énergie est dominé par l'énergie noire, qui domine la dynamique à grande échelle de l'univers, c'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Il faut qu'à peu près 70% du contenu en énergie totale de l'univers soit cette énergie liée à l'expansion, qui est l'énergie noire. Alors, je mets matière et énergie dans le même panier, entre guillemets, je convertis la masse en énergie, E égale mc2, et donc seulement 30% du contenu énergétique, entre guillemets seulement, 30% est constitué de cette matière noire dont je vous parlais avant, et la matière ordinaire, ce que j'appelle la matière ordinaire, c'est-à-dire les baryons pour les plus spécialistes, ou les atomes qui vous constituent, qui constituent les planètes, les étoiles, le gaz, la poussière, eh bien, représentent que 5% de ce contenu énergétique. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on sait qu'il faut plus de masse, entre guillemets, que ce qu'on observe ? Ça remonte à 1933, c'est Zwicky qui, pour la première fois, a calculé la masse gravitationnelle à l'aide de la loi de Newton, la masse gravitationnelle contenue dans un amas de galaxies. Un amas de galaxies, c'est un ensemble de galaxies qui vit à l'intersection de 2 ou 3 filaments de la toile cosmique. Je vais y revenir. Et quand vous prenez cette formule simple qui vous relie la vitesse de déplacement d'une galaxie, ça c'est simplement la loi de gravitation, c'est le principe fondamental de la dynamique, pour être exact, appliqué à la loi de la gravitation, et donc quand vous mesurez la vitesse d'une galaxie, eh bien vous pouvez mesurer la masse associée. Et la masse qu'il vous faut, la masse observée, Zwicky, ce qu'a fait Zwicky, c'est qu'il a mesuré la vitesse. Il s'est rendu compte qu'il fallait 5 fois la masse que ce qu'il observait avec la lumière des galaxies. Donc il y avait immédiatement un problème physique qui se posait, c'est que il a besoin de plus de masse que ce qu'il observe pour expliquer la dynamique des galaxies. Et en fait, ce principe est vrai partout dans l'univers. Partout à grande échelle dans l'univers, le mouvement des objets à grande échelle dans l'univers, à grande échelle, ça veut dire au-delà de l'échelle d'une galaxie, est dominé par cette matière noire. Où est le reste ? Ça reste une énigme. Aujourd'hui, on travaille dans le cadre de cette matière noire, mais modèle plus exotique, dont je ne vais pas parler. Alors ce résultat qui est fondamental en fait, parce que là encore, je vais vous montrer que c'est dans ce cadre-là qu'évoluent ces galaxies. Le résultat a été ignoré en fait pendant 40 ans, et puis c'est que dans les années 70 que Vera Rubin en fait a mesuré au sein même des galaxies, donc non plus à l'échelle d'un amas de galaxies, mais cette fois à l'échelle d'une galaxie. Ce qu'a fait Vera Rubin, c'est qu'elle a mesuré la vitesse radiale, la vitesse en fonction du rayon, donc le mouvement du gaz et des étoiles en fonction de la distance galactocentrique, c'est-à-dire la distance à partir du centre de la galaxie. Donc c'est ce que montre ce graphe-là, c'est la vitesse dans le plan de la galaxie en fonction. Et les courbes noires est une galaxie différente. Et donc, ce que vous voyez, un petit peu plus haut, ce que vous voyez, c'est que en fait, ces courbes augmentent suivant plus ou moins une loi de Kepler. Et ensuite, donc en rouge, c'est ce qui est obtenu en mesurant la masse visible, en appliquant la loi de gravitation. D'accord ? Donc, le mouvement de Kepler, entre guillemets, c'est le mouvement rouge. Et ce que vous voyez, c'est que ces galaxies ont non pas une courbe de rotation qui se casse la figure, mais une courbe de rotation plate. Et ça a été une autre évidence qu'au sein des galaxies, il y a besoin de plus de masse
pour observer le mouvement de la galaxie. Donc ce qui est vrai à l'échelle d'un amas était vrai à l'échelle d'une galaxie, et ça a été une découverte fondamentale. Il y a plus de masse que la seule masse visible. D'accord. La solution a été apportée par Hubble, cette fois aux grandes échelles. On dit souvent que Hubble a découvert l'expansion de l'univers, hein. Ce n'est pas vrai. Hubble a découvert une loi qui montre que la vitesse, ce qu'on appelle la vitesse de récession, la vitesse d'éloignement était proportionnelle à la distance, mais Hubble ne croyait pas lui-même à l'expansion, hein. C'est le maître, en fait, dans le cadre de la relativité générale qui a interprété le résultat de Hubble et qui a été à l'origine de l'interprétation de l'expansion de l'univers dans le cadre de la relativité générale. Donc Hubble a utilisé ce télescope en Californie, hein, en haut du mont Wilson. Là, vous voyez Hubble avec son appareil photo et ses plaques photographiques. Ce que Hubble a fait, hein, c'est qu'il a mesuré la vitesse, là encore par effet Doppler, de plusieurs galaxies. Et ça, c'était le résultat de son papier historique, de son article historique, où chacun des points représente la vitesse d'une galaxie en ordonnée en fonction de sa distance. Et donc vous voyez que plus la distance d'une galaxie est grande, plus sa vitesse d'éloignement le long de la ligne de visée par rapport à nous est grande. Et ça montre que l'univers a une histoire, les galaxies évoluent puisqu'elles s'éloignent de nous, et dans le cadre du modèle d'expansion, capable de reproduire cette expansion et l'évolution de ces galaxies le long de cette expansion. Alors tout le travail finalement d'un astrophysicien, vous le savez, c'est de rembobiner le film. Et c'est ce qu'a, pour remonter aux conditions initiales, la formation des galaxies, hein, c'est le cœur du sujet. Là, je vais arriver au cœur du sujet, c'était juste une introduction. Aujourd'hui, si on veut rembobiner le film, et c'est ce qu'a fait Gamow dans les années 50, Gamow s'est dit, finalement, puisque l'univers est en expansion et qu'il refroidit, si je rembobine le film, il devait être plus chaud et plus dense dans sa jeunesse. Et Gamow a été le premier à prédire la température de l'univers lorsque les premiers photons pourraient s'échapper. Il a prédit ça, il a fait un pari avec ses 5 étudiants qu'il avait à l'époque, et il a parié que ce rayonnement ne serait jamais observé, et il a perdu évidemment le pari. Donc aujourd'hui, ce qu'on comprend dans l'historique de cette évolution de l'univers, là je vais vous montrer un petit graphe qui rembobine en fait ce film, hein. On est là aujourd'hui, c'est l'échelle de temps qui court ici. Donc les galaxies aujourd'hui on les observe, les galaxies ce qu'on appelle locales dans l'univers. Ensuite, ce que l'on espère observer avec ce télescope, c'est l'étape des premières galaxies. Alors c'est une question aujourd'hui ouverte de savoir si l'on va observer la première génération de galaxies. On ne sait pas encore dans les modèles exactement quand se forment les premières galaxies. Est-ce que les structures se sont formées, est-ce que de grosses structures de gaz se sont formées avant d'allumer des étoiles, des premières étoiles localement? Les modèles ne sont pas encore très clairs, donc la chronologie de cette étape est encore obscure. Et puis, je n'ai pas le temps de détailler ça, mais beaucoup d'entre vous, je pense, le savent, c'est que quand on remonte dans l'histoire de l'univers, eh bien, l'univers était, entre guillemets, une soupe de particules, et au moment où la recombinaison se fait, c'est-à-dire où les atomes d'hydrogène se forment, où la liaison H+ électron se forme, là, la section efficace de diffusion des photons tombe directement et les photons peuvent s'échapper. C'est la première lumière, ce fond diffus cosmologique, où les photons peuvent s'échapper de ce brouillard qui nous était inaccessible avant. Donc vous avez tous vu cette image de ce fond diffus cosmologique qui représente les premières fluctuations de température et de densité qui sont les graines finalement de la formation des premières structures et des premières galaxies. Donc, il y a deux grandes questions aujourd'hui, la formation des structures dont je vais vous parler, la formation des galaxies, et puis ce qui a mené à ces conditions initiales, ce qu'on appelle les modèles d'inflation. Oui, oui, merci. Oui. Et en plus, comme je m'endors en fonction du temps, le décalage horaire, je vais finir là-bas. Ouais.
Et l'autre grande question aujourd'hui en astrophysique, hein, c'est de savoir ce qui a mené, quels sont les modèles qui peuvent reproduire les conditions initiales, ces modèles d'inflation dont je ne vais pas parler. Donc, si je résume ce que je vous ai dit, le challenge aujourd'hui, c'est de passer d'un univers homogène à un univers hétérogène, où on comprend aujourd'hui dans les simulations sur ordinateur que ces galaxies, ces premières structures évoluent jusqu'à former une toile cosmique de matière noire. Et là-dedans, dans cette toile cosmique de matière noire, il faut rajouter des ingrédients physiques, d'accord ? La relativité générale pour expliquer la dynamique, la magnéto-hydrodynamique, la dynamique, la physique des plasmas, etc., etc. Tous ces processus physico-chimiques complexes qui occurrent à des échelles très différentes, il faut injecter ça dans les modèles physique d'évolution des galaxies, et c'est ce qui est extrêmement, c'est un challenge aujourd'hui, parce que c'est un problème multiphysique, microphysique, macrophysique et multi-échelle. Alors je vais essayer de vous simplifier très rapidement hein, la vision physique et les modèles aujourd'hui de formation des galaxies. Alors ça c'est un schéma que j'ai piqué d'un bouquin très simple de formation des galaxies, hein. Je ne vais évidemment pas vous détailler tout ça. Ce que ce schéma vous montre, c'est que c'est extrêmement compliqué. On essaye encore une fois de partir de conditions initiales cosmologiques et d'arriver aux différentes propriétés, disques, bulbes galactiques, galaxies elliptiques, cette fameuse diversité morphologique dont je vous ai parlé en introduction, eh bien, est reliée à tout un tas de processus physiques d'évolution, de fusion, d'instabilité thermique du gaz, etc. Donc tous ces chemins, ce qu'on essaye aujourd'hui, en un mot, hein, ce qu'on essaye aujourd'hui de reproduire dans les modèles, c'est tous ces chemins qui mènent à cette variété de propriétés physiques. Alors moi, je vais essayer de vous résumer de manière très simple comment on voit aujourd'hui la formation des galaxies, et c'est un modèle qui est en ce moment, qui continue à être utilisé, c'est ce qu'on appelle le modèle de la baignoire. C'est le bathtub model en anglais, hein. Il y a tout un tas d'articles scientifiques qui décrivent ça, parce que finalement une galaxie, pour expliquer son contenu en gaz est dicté de manière très simple par des flots d'accrétion de l'apport du gaz, et cet apport de gaz est un apport extérieur de gaz qui se fait à partir de cette toile cosmique. Je vais vous montrer des simulations sur ordinateur qui montrent ça. Petite parenthèse, on n'a jamais encore observé de manière très claire cette accrétion filamentaire, hein, qui est aujourd'hui pourtant un élément clé des simulations numériques. On voit ça dans les ordinateurs, on ne le voit pas encore observationnellement. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. Donc il y a un apport de gaz, et puis il y a une éjection de gaz. Et ce gaz est consommé de manière diverse. Il est consommé parce que on convertit une partie du gaz au sein de la galaxie en étoile, donc on passe de gaz en étoile, donc on consomme une partie du gaz, et puis il y a tout un tas de processus qui éjectent le gaz en dehors d'une galaxie, et ces processus sont liés par exemple aux explosions de supernovas qui expulsent le gaz en dehors de la galaxie, aux trous noirs supermassifs qui sont présents au centre des galaxies, qui éjectent le gaz. Donc il y a un terme d'éjection et un terme d'apport, si vous voulez. Et ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que ce qui dicte les propriétés physiques de ces galaxies, c'est le contenu baryonique, c'est le contenu en matière ordinaire de ces galaxies, et ce contenu est dicté par ces apports et ces flots. D'accord ? Donc voilà, il y a un terme source et un terme d'éjection. Alors, on peut voir ça, je vais essayer de vous illustrer ça de manière très simple sur l'image d'une galaxie. Ça, c'est l'image de Centaurus A, c'est une galaxie radio, mais j'aime beaucoup cette image parce qu'on peut sur cette image résumer en un schéma les processus physiques dominants, clés de la formation des galaxies. Le premier, c'est l'accrétion dont je vous ai parlé, hein, c'est l'apport de gaz qu'on ne voit pas ici, hein, parce que cette galaxie est enveloppée dans la toile cosmique de matière noire et on suppose que le gaz est apporté quand elle se forme. Et puis ce que vous voyez ici, donc vous voyez le disque par la tranche de la galaxie, vous voyez les poussières qui absorbent le rayonnement visible, mais vous voyez en bleu ici et en rouge, en bleu le plasma qui émet en rayon X, donc vu par le télescope spatial Chandra,
C'est un gaz qui est à 10 millions de degrés, qui émet dans le domaine X, et on devine un jet, on devine des jets, ou en tout cas on devine de l'éjection de gaz. Et le gaz en orange ici, c'est ce qui a été observé par le satellite Herschel, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. C'est un satellite qui observe dans l'infrarouge et qui observe le gaz moléculaire, la poussière dont je vous ai parlé avant. Donc on expulse, ce que cette image vous montre, c'est que les galaxies ont non pas uniquement de la matière contenue dans leur disque, mais tout autour, dans leur halo finalement de matière noire, ce halo est peuplé de gaz qui est multiphasique. Et ce gaz multiphasique, ça veut dire que différentes phases à basse et à haute température coexistent et que ces phases sont potentiellement susceptibles de former des étoiles. Parce que si vous voyez du gaz froid ici, ça c'est du gaz qui est à 10 Kelvin, moins 260 degrés. C'est du gaz qui est en train de refroidir et qui potentiellement pourrait former de nouvelles générations d'étoiles dans les halos. Donc ça c'est un changement de paradigme aujourd'hui qui a été possible par les avancées des observations. Le télescope ALMA, le télescope Herschel, les télescopes qui permettent d'étudier le plasma diffus en X ont révolutionné notre vision de l'environnement d'une galaxie qui est très riche en gaz, contrairement à ce qu'on pensait avant. Donc, les étoiles et le trou noir expulsent des flots à grande échelle. C'est ce terme d'éjection dont je vous parlais avant. Et puis, il y a un autre ingrédient physique qui est extrêmement important, mais qu'on ne découvre aujourd'hui. On commence tout juste à gratter un petit peu la physique de ce processus, c'est la turbulence, parce que ce dont on se rend compte dans les observations, c'est que l'injection d'énergie à grande échelle, par les accrétions, par les flots, cascade à petite échelle. C'est ce qu'on appelle la cascade de Kolmogorov. C'est une cascade qui relie le taux d'injection d'énergie à une échelle, à une grande échelle, en fonction du taux d'injection d'énergie à petite échelle. Et en fait, cette énergie cascade d'échelle en échelle, c'est comme si vous partiez de gros vortex, de gros tourbillons, et ces tourbillons, vous les cassez en petits tourbillons, et ça a une influence sur la dynamique et la chimie du gaz. Donc cet ingrédient-là, il est extrêmement difficile à capturer dans les simulations numériques sur ordinateur, et pourtant, aujourd'hui, on pense que c'est un ingrédient clé, et j'essaierai de vous montrer un petit peu les limites des modèles en ce qui concerne cette turbulence. Donc le premier ingrédient pour former une galaxie, c'est l'accrétion. Pour former une galaxie, il faut rassembler du gaz. Donc mon petit modèle simple, c'est un halo de matière noire avec du gaz et il s'effondre sur lui-même. Et ça a été le début des théories de formation des galaxies dans les années 60, 70 et 80. Un modèle très simple d'effondrement monolithique de gaz. Et c'est comme ça qu'on a pu comprendre la première formation des structures. Alors aujourd'hui, ce qu'on comprend à partir des fluctuations primordiales, c'est que cet effondrement n'est pas du tout sphérique, n'est pas du tout monolithique, à cause de ces fluctuations de densité qui sont non sphériques, et on peut le montrer avec les observations Planck. Eh bien, cet effondrement est tridimensionnel et asymétrique. Et en fait, on ne forme pas des structures sphériques, mais on forme des murs, on forme des feuilles, on forme des filaments, etc. Et il y a tout un tas de théories qui expliquent ce que l'on voit dans les ordinateurs, où on a l'impression de voir des filaments, mais en fait, ce sont des feuilles, ce sont des feuilles qui apparaissent comme des filaments dans les simulations numériques. Et la rencontre de plusieurs feuilles peuvent former plusieurs filaments. Je ne peux pas rentrer dans les détails de ces modèles, je n'ai pas le temps, mais c'est comme ça qu'on comprend la formation de ces structures à cause de cet effondrement non sphérique, asymétrique de ces structures. Et une fois que vous avez formé ces structures, eh bien, vous avez assemblé du gaz dans des structures, ce gaz se refroidit, forme des molécules, forme des étoiles, et interagissent, les premières générations d'étoiles se forment, à peu près 100 millions d'années après le Big Bang. Les premières supernovas explosent, expulsent le gaz, et ensuite le contenu en gaz et en baryons des galaxies est régulé, on pense, est régulé avec les processus physiques que j'ai décrits, dont je vous ai parlé. Donc quand on met les fluctuations initiales primordiales dans un ordinateur
et qu'on calcule avec 10 milliards de particules l'interaction gravitationnelle, là je résume, hein, c'est extrêmement complexe dans les modèles, mais le résultat, c'est que même si les conditions initiales, même si on change légèrement les conditions initiales, on tombe toujours sur une évolution de toile cosmique, de structure hétérogène, qui est simplement due à l'évolution de cet effondrement dont je vous ai parlé précédemment. Donc ces filaments, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la formation hiérarchique des structures, c'est qu'on part de petites structures qui grossissent par accrétion filamentaire et qui interagissent, et quand vous avez une fusion entre deux structures, eh bien vous faites une structure plus grosse, donc c'est ce qu'on appelle la formation hiérarchique de ces structures. Ces filaments sont omniprésents, du moins dans les simulations. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'instruments, notamment l'instrument MUSE sur le télescope, le VLT au Chili, qui cherchent ces filaments, mais on n'a toujours pas d'observation et je serais content de répondre à des questions là-dessus par la suite. Alors, ce que l'on fait pour expliquer la formation des galaxies dans les modèles physiques, dans les ordinateurs, c'est que l'on peint, entre guillemets, sur la simulation de matière noire. On met de manière ad hoc, finalement, on associe le gaz à cette matière noire. On dit là où il y a de la matière noire, il y a du gaz, et c'est ça qui permet d'expliquer la répartition spatiale des galaxies dans l'univers. Et je vais vous montrer que, je vais passer là-dessus, je vais vous montrer que cette distribution spatiale est extrêmement bien reproduite par les simulations. Alors ça, je vous montre. Ah, on ne voit pas grand-chose en fait, c'est dommage. Je vous montre un zoom sur une simulation qui vous montre, si on peut peut-être, ouais, ce serait pas mal de peut-être éteindre la lumière. Mais c'est pas grave. On aime bien travailler dans le noir, les astronomes. Super. Voilà, là on voit quand même un petit peu mieux. C'est un zoom sur cette simulation cosmologique que je vous ai montré précédemment, cette simulation de matière noire, mais dans cette simulation, on a rajouté le gaz. On a rajouté cet ingrédient fondamental qui est le matériau à partir duquel se forment les étoiles. Et ce qu'on voit, c'est que en bleu, c'est le gaz, d'accord, qui coule le long de ces filaments. Là, je vous montre un zoom sur une structure. Donc ça, c'est ce qui équivaut à peu près à une 200-300 kg par sec, hein, ce qu'on appelle le rayon d'équilibre hydrostatique, hein, le rayon du viriel pour s'il y a des experts dans la salle. Et le gaz coule le long de ces filaments. Là, on voit à peu près 3 ou 4, peut-être 4 filaments, d'accord ? Et ce gaz se fragmente, commence à se fragmenter, à former des étoiles et à former un disque galactique que l'on devine au centre. Le disque galactique est au centre, d'accord ? Et le halo de matière noire est très grand. Et ce que vous voyez, je vais rembobiner le film, d'accord ? Ce que vous voyez, ces bulles de gaz chaud, rouges, qui sont éjectées, c'est ce dont je vous parlais avant, c'est tous ces processus de rétroaction, d'expulsion du gaz. Ce terme d'éjection, c'est l'action des trous noirs supermassifs qui, quand la matière tombe dans le puits de potentiel, elle tombe près du trou noir, elle est chauffée, elle est éjectée parce qu'elle est accélérée à des très grandes vitesses. Il y a formation de jets et donc il y a formation de bulles de gaz très chauds. Et ce qu'on comprend aujourd'hui dans les ordinateurs, c'est que ces bulles de gaz très chauds affectent la formation des étoiles suivantes dans la génération suivante. Si vous expulsez beaucoup de plasma à 10 millions de degrés, vous stérilisez entre guillemets le gaz. Ce gaz a un temps de refroidissement très long et c'est difficile d'expliquer les générations d'étoiles suivantes. Donc il y a ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que il y a une compétition entre ces processus d'éjection et d'accrétion qui est extrêmement complexe et vous voyez que dans les simulations, ce n'est pas aussi simple que ce que je vous ai décrit précédemment. Là, tu peux rallumer, ouais, Jean-Pierre. Merci. Ok. Donc, bon, c'est moins joli, hein, mais là, je vous résume un petit peu le résultat d'une simulation qui est déjà vieille, hein, qui a 10 ans en fait, mais c'est une des premières simulations qui a montré ça, c'est cette accrétion de gaz. Et ce que vous voyez ici, c'est ce gaz froid.
que l'on a peint, entre guillemets, sur ces simulations numériques et cette éjection de gaz ici. Alors là, je vous montre une des dernières versions. Hein. C'est une simulation qui a été, je vais peut-être, c'est le bouton numéro 3. Là, voilà. Là, je vous montre une des dernières simulations à grande échelle. L'avantage d'avoir des supercalculateurs, c'est qu'on peut simuler un grand volume de l'univers. Donc, ce que je vous ai montré précédemment, là, je vous le montre à très grande échelle. Et finalement, ce que vous voyez, c'est que ce que vous disent les ordinateurs, c'est que finalement, au bout d'un moment, l'univers se rayonise, hein, c'est ce qu'on appelle la phase de rayonisation, c'est la formation de ces étoiles, de ces premières générations d'étoiles, et l'action de ces trous noirs supermassifs expulse des filaments, des bulles de gaz chaud, et c'est ces bulles de gaz chaud qui régulent le contenu en masse de ces galaxies. Hein. Chaque petit point ici, c'est une galaxie dans cette simulation. Donc ces galaxies évoluent sur des filaments, et quand plusieurs filaments se rencontrent, ça forme un puits de potentiel gravitationnel. Le gaz peut couler dans ces filaments et former des grosses structures comme les amas. Alors, je vais rallumer. Le succès de ce modèle, et je vais essayer de vous parler du télescope quand même après, parce que je suis un peu bavard, le grand succès de ce modèle, c'est d'expliquer la répartition spatiale de ces galaxies. Quand on prend le résultat de la simulation que je vous ai montrée et qu'on regarde la distribution dans l'espace des structures que l'on a dans la simulation et que l'on compare aux observations, c'est ce que je vous montre ici. En bleu, nous on est ici, on est au centre, et chaque point de ce diagramme est une galaxie, d'accord ? Vous voyez que la répartition n'est pas homogène, hein, et filamentaire, on devine ces filaments dans la répartition, il y a des structures, etc. Mais il y a un panneau qui sont les observations, une couleur qui est les observations et une couleur qui est les simulations. On n'est pas capable de faire la différence. D'accord ? Les mêmes structures, les mêmes genres de structures, il y a un très bon accord, un accord extrêmement bon, à quelques pourcents près. C'est extraordinaire le succès de ce modèle cosmologique qui paraît extrêmement complexe, mais en fait qui reproduit extrêmement bien la distribution spatiale des galaxies. Et là, je vous montre le résultat. En bleu, ce sont les observations. En rouge, ce sont les simulations. D'accord ? Et le vide, c'est le vide. C'est ce qu'on appelle des voids en anglais. Ces grandes structures-là, ce sont des structures de vide, exactement, en dehors de ces filaments cosmiques. Alors, pour autant, les modèles reproduisent très très bien, et là je vais toucher un tout petit peu du doigt les difficultés de ces modèles et pourquoi on cherche à envoyer des futures générations de satellites, finalement. C'est pas parce qu'on reproduit très bien la distribution spatiale des galaxies à grande échelle qu'on a tout compris de la formation des galaxies. Et je vous ai déjà un petit peu parlé de ça, c'est que ces modèles reproduisent très bien la distribution spatiale, mais ils reproduisent assez mal les propriétés physiques de ces galaxies, toutes les propriétés physiques que je vous ai listées avant, la morphologie, la fraction en gaz par rapport aux étoiles, la morphologie, eh bien, c'est extrêmement difficile de les avoir en accord avec les observations. Et il y a un graphe fondamental qui montre le désaccord finalement entre ces modèles et les observations, et je l'ai résumé ici. C'est le nombre de galaxies observées et modélisées en fonction de leur luminosité. Alors la luminosité, j'aurais pu mettre la masse, hein, c'est à peu près pareil, d'accord ? Et donc vous voyez qu'à faible luminosité, à faible masse, il y a beaucoup de galaxies, d'accord ? Il y a beaucoup plus de petites galaxies que de grosses galaxies, où il y a beaucoup plus de galaxies très lumineuses que de galaxies peu lumineuses, hein, ça c'est ce qu'on observe, et grosso modo, la tendance, on va dire, est là. Mais par contre, vous voyez qu'il y a un désaccord, il y a un excès de ce que prédit la théorie par rapport aux observations. On prédit plus de galaxies, ou en tout cas des galaxies plus grosses, plus lumineuses, à faible masse ou à grande masse,
que dans les observations. Donc les modèles surestiment à faible masse et à petite masse le contenu en baryons de ces galaxies. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui. Donc, entre guillemets, il faut ramener la théorie aux observations, ça veut dire qu'il faut faire baisser le contenu en baryons des galaxies, il faut mettre les galaxies au régime. D'accord ? Il faut les mettre au régime, il faut trouver des moyens de limiter la formation des étoiles dans ces galaxies. Et bien, le candidat aujourd'hui que l'on a, c'est l'action de ces trous noirs supermassifs, ces bulles de gaz chaud que je vous ai montrées dans les modèles, mais ce que je vous montre avant, c'est que c'est qu'une partie de l'histoire. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse, on ne sait pas mettre en accord exactement les modèles, donc il y a des candidats, mais on n'a pas tout compris. Donc, ça c'est Hubble, vous le connaissez tous, et ce qu'on cherche avec James Webb, c'est d'atteindre la première génération de galaxies, d'accord ? Tout simplement parce que Hubble ne voit qu'une toute partie du spectre électromagnétique, d'accord ? Et si vous voulez remonter plus loin, vous savez qu'à cause du décalage vers le rouge, la lumière se décale à grande longueur d'onde. Donc plus vous êtes loin, plus les galaxies ont des grandes vitesses, c'est ce que vous montre la loi de Hubble, et si la vitesse augmente, le décalage Doppler augmente. Donc la longueur d'onde d'émission des galaxies se décale vers le rouge. Donc au bout d'un moment, Hubble devient complètement aveugle aux galaxies très lointaines, tout simplement parce que la longueur d'onde de réception de ces galaxies sur Terre, ou sur le télescope, sort du domaine et est trop décalée vers le rouge, sort de ce domaine. D'accord ? Donc là, je vous montre un petit graphe illustratif, en fait, c'est que les champs profonds d'Hubble, les images que je vous ai montrées avant, ne peuvent remonter qu'à peu près à 480 millions d'années, d'accord, après le Big Bang, donc quand l'univers était quand même très jeune. Mais la surprise, on pensait que Hubble était capable, quand on allait atteindre, c'était une caméra proche infrarouge, et on pensait qu'on allait voir la première génération de galaxies. Perdu. Quand on a fait la première image de champ profond avec cette caméra, il y avait déjà des populations de galaxies évoluées avec des étoiles rouges, donc pas la première génération. D'accord. Donc aujourd'hui, on cherche à atteindre la première génération, et dans les modèles, on ne sait pas exactement quand la première génération de structures se forme. D'accord. Donc il faut plus gros pour voir plus loin, mais il faut surtout ne pas observer dans l'optique, il faut observer dans l'infrarouge. Et c'est comme ça qu'est né le projet James Webb. Dès le lancement de Hubble, dans les années 90, on savait qu'il fallait aller dans l'infrarouge et qu'il fallait aller observer plus loin pour voir la première génération de galaxies. On savait que ces galaxies allaient sortir, donc je passe là-dessus. Hubble ne voit qu'une toute petite partie du spectre électromagnétique, il faut aller à plus grande longueur d'onde pour voir les galaxies plus lointaines, et c'est ce que je vous ai illustré là avec le décalage de l'émission vers le rouge. Alors là, je vous montre une animation de ce que voit Hubble en fonction du décalage vers le rouge, c'est le fameux redshift là, et ça, ce sont les bandes photométriques d'Hubble, c'est des filtres des caméras d'Hubble, filtres dans le violet, le vert, le jaune, etc., jusqu'au proche infrarouge, 160 là c'est 1,6 microns, et vous voyez que quand la galaxie s'éloigne, la longueur d'onde d'émission se décale vers le rouge, et petit à petit on ne voit plus rien dans les bandes photométriques, dans les filtres des caméras d'Hubble. Donc il faut aller à plus grande longueur d'onde. D'accord ? Donc comme il est déjà un peu tard, j'ai parlé pendant combien de temps là ? Ok. Donc je vais juste peut-être passer sur l'intérêt de l'infrarouge. L'intérêt de l'infrarouge, c'est non seulement de voir les premières générations de galaxies, mais aussi de voir à travers l'opaque, parce que ces rayons infrarouges encodent la température, et quand vous travaillez à plus grande longueur d'onde, eh bien vous êtes capable de passer à travers ces nuages de poussière dont je vous ai parlé avant, parce que la longueur d'onde du rayonnement devient très grande par rapport à la taille des particules, à la taille de ces grains de poussière. Donc là où on était aveugle avec Hubble pour voir dans ces nuages moléculaires qui forment les étoiles,
James Webb sera complètement transparent, on sera capable de voir à travers ces nuages et d'étudier la formation des étoiles au sein de ces nuages. Et ça, c'est une nouveauté. D'accord ? Alors, je vous illustre ça avec Hubble, en fait, c'est que quand vous passez je vais peut-être juste éteindre pour passer le film, quand vous passez du domaine visible optique au domaine infrarouge, là je vous montre l'image des piliers de la création, ce sont des nuages de gaz dans la galaxie qui forment des étoiles, et bien vous passez de l'opaque, entre guillemets, au transparent. Alors il y a toujours des régions, même dans l'infrarouge, qui restent opaques, dans les régions très denses qui forment les étoiles, parce qu'on est dans le proche infrarouge, ça c'est fait avec Hubble, à 1,6 microns, d'accord ? Mais on est quand même capable de voir au travers. D'accord ? Alors James Webb, c'est ce projet-là, donc ça c'est un dessin du satellite. Et ce satellite, ce télescope, c'est un miroir de 6,50 m, un 25 mètres carrés de surface collectrice. Les instruments sont derrière, c'est un télescope spatial qui fait 6 tonnes au total, c'est pratiquement la charge maximale d'Ariane 5. Et un aspect fondamental à comprendre, c'est que puisqu'on observe dans l'infrarouge, on est dominé par l'émission thermique. Donc si vous ne protégez pas le miroir du rayonnement du soleil, le miroir va chauffer et vous allez être aveuglé, vous allez observer l'émission thermique du télescope, du miroir. D'accord ? Donc il faut refroidir, entre guillemets, ce qu'on appelle un refroidissement passif, c'est-à-dire qu'il faut être capable de filtrer le rayonnement solaire et de ne pas exposer le miroir au rayonnement solaire. Et donc, je vais vous montrer dans un instant les images de la construction de ce télescope, mais un aspect critique, ça a été le design de ces feuilles ici, de ce bouclier solaire, de ces 5 couches, en fait, ce sont 5 couches pour refroidir passivement le télescope. Il y a à peu près une différence, il fait à peu près 90 degrés Celsius sur ce côté-là du télescope qui fait face au soleil, et de l'autre côté, il fait à peu près 80 Kelvin, donc moins 150 degrés à peu près. D'accord ? Donc, on appelle un refroidissement passif le fait qu'on filtre le rayonnement solaire et le miroir est suffisamment froid, entre guillemets, pour ne pas être aveuglé par le rayonnement thermique du télescope. D'accord ? Alors, toute l'électronique, les panneaux solaires sont là. D'accord ? Ce télescope a été nommé d'après un administrateur de la NASA qui est mort, en fait, pratiquement au moment où est né le projet. C'est un peu... Alors ces couches, je vais vous les montrer avant. D'accord ? Ce sont des feuilles d'une combinaison de matériaux. Je peux rentrer dans les détails un peu après, mais... D'accord ? Donc ça, c'est une maquette à l'échelle du télescope. Vous vous rendez compte de la taille. La taille de ce bouclier-là, solaire, fait la taille d'un terrain de tennis, à peu près en largeur et en longueur. D'accord ? Alors ça, ce sont les tests des premiers miroirs qui ont été... Vous voyez que le miroir est segmenté, parce qu'on ne peut pas faire tenir un miroir de 7 mètres de diamètre, de 6 mètres et demi de diamètre. La distance du haut en bas, donc du haut du miroir jusqu'à l'électronique, il y a pratiquement 10 mètres de haut, donc ça c'est impossible de le faire tenir dans la coiffe d'Ariane 5. Donc il faut faire un jeu d'origami, il faut plier ce télescope et le déployer dans l'espace. Et vous voyez que ce miroir, pour cette raison, est segmenté. En fait, c'est ce qu'on appelle un miroir segmenté. Ce sont des miroirs qui font 1,5 mètre je ne peux pas dire diamètre parce que ce sont des miroirs hexagonaux. Ça fait 1,5 mètre à peu près en taille. D'accord ? Et vous voyez les tests à froid. Donc ça, c'est dans un cryostat où on refroidit les miroirs pour tester leur comportement thermique. Ils sont tous égaux, ouais. Ce sont tous les mêmes miroirs, donc on peut les fabriquer en série. Ça, c'est une étape où les miroirs ont été polis, protégés lors de la fabrication et où on voit les ingénieurs, les techniciens en train de doter les caches
Donc ça vous donne une idée de la taille de ce télescope. Ça, c'est à Goddard, hein, à côté de Washington, où il y a une salle blanche, hein, une salle qui est protégée de la poussière, etc., qui permet de stocker tous les instruments, de les tester. Donc ça vous donne encore une idée de la taille de l'électronique de lecture. Et puis, alors là, il n'y a pas encore les panneaux de protection solaire, hein, qui sont fabriqués à Los Angeles. Donc il y a une partie du télescope qui est fabriqué sur la côte est, l'autre sur la côte ouest. Ça, c'est l'intégration finale du miroir primaire du télescope, fini, avec la structure qui supporte ces miroirs et les instruments en dessous. Et ça, c'est le premier test à froid. C'est un super congélateur, hein, à moins 260 degrés, qui fait 10 mètres de haut. C'est le cryostat qui a été utilisé dans les tests des missions Apollo. C'est le seul cryostat qui pouvait habiter le télescope. D'accord ? Donc on fait rouler le télescope à l'intérieur du cryostat et on teste son comportement à froid, l'alignement des miroirs dans des conditions de vide et de froid proches de l'espace. D'accord ? Et là, ce sont les panneaux. Ce sont donc ces panneaux de protection solaire, et c'est aujourd'hui ce qui limite la fabrication du télescope, ce qui limite les tests de télescope, parce que c'est l'élément technologique le plus difficile, c'est de déployer ces panneaux dans l'espace, d'être sûr qu'ils se déploient bien, etc. Donc tester ça, ça fait pratiquement 3 ans que ce modèle de vol de panneaux solaires est en test, et c'est aujourd'hui ce qui a... alors c'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons pour laquelle le lancement de ce satellite a été repoussé de 2018 maintenant. Il devait être lancé en octobre 2018, a été repoussé en mars 2021. Alors ça, c'est la protection, ça c'est l'œil du télescope, hein, si je puis dire, et ça c'est le cerveau du télescope. Là, j'ai plus que des images à vous montrer, donc je vais peut-être vous replonger dans le noir, parce que c'est quand même plus joli. Je vous remontre un peu ces images quand même qui sont assez spectaculaires en termes d'instrumentation. Donc ça, c'est le cerveau du télescope. Ce sont les caméras, les spectrographes qui vont analyser la lumière. Ça, c'est un spectrographe qui s'appelle NIRSPEC, qui est fabriqué aux Pays-Bas par l'Agence spatiale européenne. Donc, tout ça, c'est refroidi, ouais. Ouais. Chaque instrument possède un refroidisseur, ce qu'on appelle un cryocouleur, hein, un cryostat qui permet de refroidir les caméras, les détecteurs et l'optique. Ouais. Ça, c'est la structure qui abrite, en fait, il y a 4 instruments, le spectrographe proche infrarouge, la caméra proche infrarouge qui s'appelle NIRCam, qui est fabriquée par l'Université d'Arizona, et derrière, on ne le voit pas, mais vous allez le voir par la suite, c'est l'instrument MIRI sur lequel je travaille, qui a été fabriqué par le CEA à Saclay. C'est la caméra MIRI sur laquelle j'ai travaillé moi pendant ma thèse, hein, ça fait pratiquement 13 ans que je travaille sur la qualité optique de cette caméra, et j'étais encore hier en test à côté de Washington pour faire une répétition des observations et des tests de fonctionnement de cette caméra. Donc on fait des répétitions en temps réel, hein, où on envoie les commandes au télescope, ça bug, on fait du débugage, on redémarre, on passe notre nuit et nos nuits et nos journées à faire ça en ce moment. Là, je reviens à NIRSPEC avec des ingénieurs qui sont contents d'avoir livré l'instrument à la NASA. Donc ça, c'est au moment de la livraison des instruments. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Donc en 2018, hein, on a fait les tests fonctionnels à froid à Houston. Donc l'élément optique, le miroir primaire, la structure qui était fabriquée à Goddard, à côté de Washington, tout ça a été envoyé à Houston pour les tests à froid. C'est là qu'on a fait les tests dans le cryostat. Ensuite, tout va être envoyé à Los Angeles où sont fabriqués les boucliers solaires pour l'intégration finale du télescope, on espère en 2020. En ce moment, on fait des répétitions, des simulations de lancement, de télécommande au télescope. Intégration finale pour fin 2020, envoyer tout ça par bateau jusqu'à Kourou pour une intégration
en 2020 dans la fusée Ariane et en espérant un lancement en mars 2021. Là, vous voyez comment le télescope est plié dans la coiffe de la fusée Ariane. Donc on plie les parties latérales du miroir primaire. Le miroir secondaire est complètement replié sur lui-même, donc doit se déplier. Le télescope est envoyé au point de Lagrange numéro 2, tout simplement pour être loin de l'émission thermique du Soleil de la Terre, pour ne pas être pollué par ça, pour avoir un environnement extrêmement stable. Hubble était en orbite basse, autour de la Terre, à 500 km. Là, on est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, au point de Lagrange numéro 2. Et vous voyez le télescope qui a ses panneaux solaires qui font face directement à l'émission thermique du Soleil et de la Terre. Donc on ne peut jamais observer dans cette direction-là, on observe toujours dans cette direction-là. Et là, vous voyez une petite animation du déploiement du télescope qui va commencer 4 jours après le lancement. Le télescope va mettre à peu près 3 mois pour arriver au point de Lagrange numéro 2. Il voyage à peu près à 40 000 km/h jusqu'au point de Lagrange numéro 2, la vitesse de lancement initiale de la fusée. En fait. Et dès le 4e jour, normalement, la séquence de déploiement commence. Donc on déploie ces boucliers de protection et on déploie ensuite le miroir secondaire. Et là, cette petite animation vous montre le schéma classique d'un fonctionnement d'un télescope. La lumière se réfléchit sur le miroir primaire, puis le secondaire, et au centre, il y a un trou pour amener un jeu de miroirs complexe pour amener la lumière dans les différents instruments. Donc ça, c'est le flyer. C'était le flyer de la fête de lancement qu'on avait reçu par la NASA, mais il va falloir le mettre à jour. On espère que c'est 2021. Et je vous remercie de votre attention. Je vais m'arrêter là. Bravo, merci. Je vais rallumer la lumière. On va peut-être rallumer. Alors, on va passer aux questions. Moi j'en ai tout de suite, j'en ai une là, à propos des galaxies, des étoiles. Moi, je pose toujours la même question et j'ai malheureusement toujours la même réponse. Qu'est-ce qui est venu en premier, les étoiles ou les galaxies? Aujourd'hui, la question est ouverte. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a tout un tas d'objectifs scientifiques dans la mission de James Webb. Un des objectifs, c'est de trouver ce qu'on appelle les populations 3 d'étoiles, les premières générations d'étoiles, qui sont des étoiles qui sont faites à partir de matériaux, on va dire, non pollués par des métaux, d'accord. Et un des objectifs scientifiques, c'est de les trouver. Alors, ce que disent les modèles aujourd'hui, c'est qu'a priori, pour former ces étoiles de population 3, il faut quand même avoir une structure, avoir un puits de potentiel pour amener suffisamment de gaz. Parce que ce qu'on comprend aujourd'hui des modèles de formation de ces étoiles, c'est que puisqu'il n'y a qu'un seul refroidisseur principal, il n'y a pas de métaux, il n'y a pas d'éléments lourds pour refroidir le gaz, il n'y a que du d'hydrogène, grosso modo. Et en fait, pour former une étoile de population 3, il faut des nuages de gaz de H2 qui sont extrêmement grandes, plusieurs centaines de milliers de masses solaires pour former une étoile de population 3. Et donc ça, c'est ce que disent les modèles, c'est modèle dépendant, ce que je vous dis. Et pour former ces grandes structures de gaz moléculaire en H2, il faut déjà que des structures plus grosses se soient formées pour amener le gaz. Donc aujourd'hui, la vision, c'est que les premières structures se sont formées et ensuite, ça a formé des grumeaux pour former les premières générations d'étoiles. Ça paraît à peu près logique. Exactement. Et ma deuxième question, avant que je vous passe la parole, le James Webb Telescope, j'ai lu que pour le déploiement, il y avait en gros une centaine de micromoteurs qui devaient se synchroniser. Ça va marcher, ça? On espère. Là, pour la première fois, il y a quelques jours, j'ai visité la salle de contrôle des opérations et un tiers des postes de commande sont dédiés au déploiement.
Donc c'est une première en fait, et donc c'est assez effrayant. C'est assez effrayant, oui. Et on croise les doigts. C'est pour ça que ça prend autant de temps. Un micromoteur qui est bloqué ou une vis qui se bloque, c'est fini. 10 milliards de dollars à la poubelle. Je vais quand même toucher le bois de ce pupitre. C'est du faux bois, attention. Ah non, c'est du vrai, alors ça va, on a toutes nos chances. Mais oui, effectivement, c'est un challenge technologique. Est-ce que vous avez des questions? Notre ami Jean-Claude va passer par vous. Question. Oui, moi ça m'inquiète. Ouais. Oui, je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais vous avez dit que le télescope allait être envoyé à Kourou en 2021, je crois. Oui. Et vous n'avez pas parlé d'un lancement en 2029? Non, la date aujourd'hui officielle de la NASA, c'est mars 2021. Alors, c'est pas la date du lancement, c'est la date butoir que s'est fixée la NASA pour le lancement. Ça veut dire que ça peut potentiellement arriver avant. La dernière nouvelle là, que j'ai eue, c'est que aujourd'hui, on dispose, d'après la séquence de tests qui reste à faire, on dispose d'à peu près 3 à 4 mois de marge. C'est très peu, jusqu'en 2021. D'accord ? Donc, on est tous un petit peu inquiets. Moi, je m'attends à ce que la date soit encore un petit peu repoussée. Tout ça, c'est non officiel, ce que je vous dis, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de marge aujourd'hui. Ces 3 à 4 mois, c'est si tout se passe bien dans la séquence de tests qu'on a prévue. D'accord ? Donc on croise les doigts, mais la date de lancement prévue, c'est bien mars 2021, et la NASA appuie très fort, pousse très fort pour qu'il n'y ait pas de délai supplémentaire. Et pourquoi on l'a mis aussi loin? Parce que c'est pas réparable. Hein. Oui. Hubble, on était très content que ça puisse être réparé. Ouais. On en a profité. Oui, alors le fait d'envoyer en L2, hein, tout comme Planck, Herschel, comme la génération de ces satellites, qui ont besoin en fait d'un environnement thermique très stable. Exactement. Oui, ici. Pardon, je voulais continuer la question de Jean-Pierre Martin, qui est effectivement intéressante. C'était pour la jonction de tous ces miroirs segmentés. Donc il faut effectivement que la lumière, quel que soit le miroir, soit complètement cohérente dans tout ça. Donc la question, c'était de comment assurer absolument au mieux cet ajustement phénoménal. Alors, est-ce que c'est un petit peu en rapport avec une question dans les autres télescopes d'optique adaptative ou des choses comme ça, ou ça n'a rien à voir? Alors, ouais, c'est une très bonne question. Je vais essayer de vous montrer, peut-être de reprendre une image. Ouais. Alors oui, c'est une question intéressante d'optique en fait. Hein, le fait que le miroir segmenté, le fait que le miroir soit segmenté, pardon, impose et le fait qu'on observe quand même à partir de longueurs d'onde relativement courtes. Hein, le télescope observe, la caméra NIRCam observe à peu près à partir de 1 micron. Ça veut dire qu'il faut une tolérance de planéité de l'ensemble de la surface collectrice d'à peu près 1/10 de micron. Ça veut dire qu'il faut être capable d'aligner parfaitement des miroirs qui font 1,5 mètre à 10 microns près, entre eux. Et ça se fait, donc ça c'est technologiquement, alors c'est assez, l'histoire est assez passionnante de ce design optique, c'est que quand les astronomes sont venus sur la table à la NASA et on dit voilà ce qu'on veut faire, il y a un constructeur militaire américain qui s'appelle Northrop Grumman qui était là, qui est celui qui construit l'élément optique aujourd'hui, et qui a gagné le contrat entre guillemets de fabrication du banc optique, a dit ah mais nous c'est pas un problème de faire ça. Et en fait il y a déjà des miroirs de 10 mètres de diamètre qui sont développés, notamment le satellite GMSat, hein, construit par Northrop Grumman, qui sont des miroirs déployables. Donc cette technologie, en fait, elle est parfaitement maîtrisée. Donc c'est pas ça qui inquiète aujourd'hui
les scientifiques et les astronomes. Elle est parfaitement maîtrisée et ça se fait, on le devine ici en fait, ça se fait avec ce qu'on appelle des activateurs. Donc c'est un petit peu lié à l'optique adaptative, c'est que c'est pas de l'optique adaptative parce que l'optique adaptative, on corrige en temps réel les fluctuations de phase, les différences de phase liées à la turbulence atmosphérique, alors que là, on ajuste la position des miroirs avec des vérins hydraulique, et là on voit un ingénieur qui est en train de monter, j'ai plus mon laser, qui est en train de monter un vérin, et donc chaque miroir est sur une cinquantaine de vérins hydrauliques, tout ça bouge sur 6 degrés de liberté, et tous les mois on fait une expérience de front d'onde où on fait une expérience de cohérence de phase, où on vérifie la réponse de l'instrument. Donc on fait une image d'une étoile et on vérifie que c'est bien un objet ponctuel, on vérifie que c'est bien, entre guillemets, la tâche de diffraction qu'on attend par cette structure complexe. Donc effectivement, la planéité du miroir est assurée par le fait qu'on peut bouger chaque miroir et qu'on peut phaser la lumière. Bonsoir. Je voulais savoir comment est-ce qu'on différencie optiquement une galaxie dans le redshift qui émettrait dans les mêmes longueurs d'onde qu'une étoile relativement froide qui émettrait dans la même longueur d'onde que cette galaxie. Ah ouais, ça c'est une excellente question. À très haut redshift, on ne peut pas. C'est-à-dire que alors, quand même une galaxie à un ensemble, on s'attend à ce qu'elle ait un ensemble d'étoiles, donc elle est un ensemble de raies d'émission, notamment des métaux comme l'azote. L'oxygène est un refroidisseur principal du gaz de manière générale, donc il y a des signatures qui sont présentes dans un ensemble d'étoiles qui ne sont pas présentes dans une étoile unique, notamment le gaz, notamment l'absorption par les poussières. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait la différence dans les modèles et dans les observations, mais ce n'est pas si simple à très grand redshift parce que les données sont bruitées et la partie qui est absorbée par la poussière et par le gaz, l'émission de la lumière des étoiles qui est absorbée par le gaz sur la ligne de visée et la poussière est très difficile à détecter. D'accord ? La partie que je vous ai montrée ici, le graphe qui se connecte à ta question, c'est le graphe que je vous ai montré quand on voit les galaxies disparaître des bandes de Hubble. Je n'ai pas eu le temps de détailler ce graphe. Mais quand tu regardes le spectre d'émission d'une galaxie, c'est celui-là. D'accord ? Donc c'est un spectre relativement plat. Bon, là, je n'ai pas détaillé, il y a des raies d'émission, des raies d'absorption, etc. Mais boum, il y a une partie qui est absorbée, ici. D'accord ? Et cette partie qui est absorbée, c'est le gaz sur la ligne de visée. C'est tout l'hydrogène neutre qui absorbe le rayonnement depuis l'émission des étoiles dans la galaxie jusqu'à nous. D'accord ? Et ce gaz-là qui est présent à l'intérieur de la galaxie, mais aussi sur la ligne de visée, il a une signature différente d'une étoile simple. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait la différence. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Moi j'avais une question, vous avez parlé du fond diffus cosmologique, avec les photons qui traversent cette soupe primitive, on va dire. J'ai aussi entendu parler d'un rayonnement neutrinique, et je voulais savoir si dans le James Webb Telescope, il y avait du matériel qui allait être disposé pour le capter et ce qu'on pourrait en tirer sur les proto-galaxies. Alors, effectivement, quand n'importe quelle, on va dire de manière générale, les réactions nucléaires ou de formation des atomes sont associées à l'émission de neutrinos. Donc, effectivement, quand on forme les premiers atomes et les premières molécules, ces réactions sont liées à l'émission de neutrinos. Il y a aussi d'autres phénomènes physiques, par exemple d'accélération de particules qui sont liées à l'émission de neutrinos. Et donc, l'univers est baigné dans un flux neutrino. Le télescope spatial James Webb n'aura
pas d'instrument qui permet de détecter les neutrinos parce que c'est une technologie complètement différente d'une technologie infrarouge optique, on va dire classique. Donc ce sont des détecteurs qui sont complètement différents et il n'y aura rien à bord il n'y aura rien dans James Webb qui permet de les détecter. Ouais. Alors il y a d'autres expériences qui détectent ces rayonnements de neutrinos, Antares, il y a plein d'autres télescopes qui font ça. Ouais. Ouais. Généralement sous terre ou au fond de la mer. Ouais. Oui, parce que la... Bonsoir. Vous avez parlé de Muse, là, mais on dirait que ça fait la même chose que ce que vous allez faire. Muse. Oui. Mais y a pas, ça y ressemble un peu ce que vous allez faire, là. Alors, oui, de loin, ça y ressemble. C'est-à-dire que Muse est un instrument qui... Alors, Muse travaille dans l'optique, donc pas dans l'infrarouge. Donc Muse permet de, par exemple, l'arrêt de H-alpha ou de Lyman alpha. Le télescope spatial James Webb est plutôt observe dans l'infrarouge, et l'infrarouge est plutôt associé aux transitions des molécules, comme le d'hydrogène, par exemple. Donc on n'observe pas la même phase du gaz, d'accord ? Et l'instrument Muse a la même limitation que l'instrument Hubble. À très très haut redshift, la longueur d'onde d'émission des raies optiques se décale vers le rouge et Muse devient aveugle. Donc Muse est un instrument qui permet de faire de l'imagerie et de la spectroscopie simultanément. Ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle un cube spectral. On a une image en 2 dimensions, mais dans la 3e dimension, on a le spectre. Et Muse permet de faire ça en une seule fois. Mais dans l'optique. Donc, avec Muse, on peut détecter très bien l'émission de ces galaxies jusqu'à un redshift de 2, 3. Au-delà, c'est difficile. Ce qu'on cherche avec James Webb, ce sont des galaxies qui sont à des redshifts de 8, 9, 10, 11, 12, etc. D'accord. Plus de questions ? Ouais. Bon, écoutez, on remercie beaucoup M. Guillard. C'était super intéressant. Vous aurez, comme d'habitude, sa présentation sous mot de passe en PDF et avec les animations séparées. Je vous donne rendez-vous à la prochaine et dernière conférence de la saison, le 14 juin. Inscription à partir de demain matin, 9 h. Et bon retour chez vous. Merci.